Bonjour Patrick, est-ce que Bonjour tu Olivier. m'entends bien? Moi, tout va bien. J'espère qu'il en est de même chez vous. Là, ça a l'air de fonctionner là. Maintenant ça fonctionne. Donc voilà, je recommence pour tous ceux qui sont arrivés. Donc l'idée de cette réunion qui est effectivement notre première réunion en mode confinement. Donc je suis très heureux d'accueillir Patrick Hetzel qui nous fait l'amitié d'être présent pour cette première. L'idée, c'est effectivement de pouvoir parler un petit peu ensemble des questions liées à la crise sanitaire, aux mesures de relance et un petit peu à la manière dont le gouvernement est en train de proposer beaucoup de choses, quelquefois de façon assez contradictoire. On vient d'apprendre à l'instant que l'Élysée disait que, par exemple, la rentrée qui devait se faire le 11 mai, la rentrée scolaire se ferait maintenant sur la base du volontariat, ce qui effectivement a l'air d'être un contre-ordre par rapport à ce qui avait été annoncé par le ministre. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon et je vais peut-être t'interroger pour animer tout cela pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum, et ensuite, comme ça, pouvoir répondre aux questions. Et les questions, je vous propose de les poser par chat pour ceux qui nous suivent. Ça sera beaucoup plus simple. Et moi, je me ferai votre porte-parole en lisant les questions qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, en tout cas, merci à tous d'être présents. Patrick Hetzel, donc je présente rapidement, même si je crois que vous le connaissez pour beaucoup déjà. Donc Patrick Hetzel est à la fois professeur, député du Bas-Rhin, membre de la commission des finances, vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques, ce qui est une casquette qui en ce moment risque d'être importante. Et aussi, c'est c'est peut-être par là que j'aimerais commencer, vice-présidente du groupe d'amitié France-Allemagne. Et c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup posé la question ces dernières semaines sur pourquoi l'Allemagne semblait réussir un petit peu mieux. Alors, Patrick, peut-être, qu'est-ce que tu vois sur cette question-là, vous qui avez été dans une région qui a été fortement touchée, qui l'est encore, et pourtant avec des voisins qui ont l'air de s'en être sortis beaucoup mieux. Bien, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est vrai que si on commence par cette comparaison avec l'Allemagne, en réalité, la comparaison est assez cruelle. Et quand je dis qu'elle est assez cruelle, c'est que en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'écart entre ce qui s'est passé en Allemagne et la manière dont ça s'est déjà passé, ça continue de se passer en France, est très important. Tout d'abord, la première chose, c'est que les Allemands, depuis fort longtemps, avaient développé un plan de pandémie et ils étaient, il faut bien le dire, préparés. Cela a eu énormément de conséquences. Quand je dis ils étaient préparés, c'est que tout d'abord, les Allemands avaient des quantités beaucoup plus importantes de masques en stock que nous. Et d'ailleurs, on le voit bien, le premier sujet qui s'est posé très vite chez nous, ça a été le fait de ne pas pouvoir équiper de manière suffisante déjà le personnel soignant, c'est-à-dire celui qui se trouvait en première ligne. Et je vous donne un exemple de cela. Quand j'échange avec un certain nombre de directeurs d'hôpitaux en proximité ici en Alsace, ils sont obligés aujourd'hui, parce qu'il manque aussi d'équipement, d'utiliser finalement leur système D et de contacter leurs homologues allemands avec lesquels ils ont des relations, qui les fournissent, il faut bien le dire, en masque, en blouse, en charlotte, parce que tout ça n'était pas présent en quantité suffisante chez nous en France. Donc ça commence déjà par là. Et puis, les choses ne s'arrangent pas parce que quand on décline les différents outils dont nous avons besoin pour faire face à une pandémie, eh bien, le deuxième outil, eh bien, ce sont les tests. Qu'il s'agisse des tests sérologiques et des tests virologiques, les deux, nous ne les avions pas en quantité suffisante et nous ne les avons pas encore en quantité suffisante. Pour vous donner un ordre d'idée, les Allemands ont pour objectif d'ici à la mi-mai de pouvoir être à 3 millions de tests semaine, là où au mieux, et encore j'ai du mal à y croire, nous serons à 150 000, 200 000 semaines, quoi. Donc écart très important. Ensuite, notre industrie, eh bien, les Allemands avaient tout de même gardé, notamment Siemens et d'autres, qui étaient en mesure de fournir des respirateurs.
Donc là aussi, un écart extrêmement important. Ils avaient gardé sur leur sol, et ils gardent sur leur sol, un certain nombre d'usines susceptibles de fournir. Et puis, dernier sujet non négligeable, avec le développement de la pandémie et le fait qu'un certain nombre de personnes étaient très fortement atteintes et devaient être hospitalisées en réanimation, là aussi, il suffisait de regarder le nombre de lits disponibles en réanimation. Au niveau national, un peu plus de 5 000, hein, là où les Allemands sont à plus de 20 000. Donc, alors, juste, attends, Patrick, j'ai un tableau que tu vas pouvoir commenter, que je voulais vous partager, qui a été mis, je crois, par le Figaro aujourd'hui sur le nombre de lits. Je ne sais pas si vous le voyez tous, mais qui permet effectivement de bien comprendre la différence entre le nombre de lits qui est de 3 lits en France pour le double à peu près en Allemagne par lit d'hôpital. Le nombre effectivement de lits en réanimation qui était de 25 000 avant la crise en Allemagne, qui est monté à 35 000 alors que nous n'étions qu'à 5 000. Et la question que j'aimerais poser, parce qu'en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est quand on regarde à partir de la dépense de santé par habitant, on s'aperçoit on consacre à peu près la même part de notre PIB, 11,2%, avec pourtant des différences d'infrastructures qui sont importantes. Comment on peut estimer, comment on peut justifier cet écart qui est aussi important, qu'on dépense presque autant qu'eux, avec quand même un système qui est presque 5 fois moins riche? bon, alors là, il y a deux facteurs explicatifs à cela, enfin au moins. Le premier facteur explicatif, bon, il y a quand même un petit delta, on le voit quand on regarde la part du PIB, c'est la même, 11,2%, mais d'un côté, en valeur absolue, ça représente 5 300 euros, de l'autre côté, 4 400. Bon, le premier facteur explicatif, et je crois que nous devons, y compris la droite, battre notre coulpe sur ce sujet avec la loi HPST. Je pense qu'on a fait une grave erreur parce que nous avons nous-mêmes amplifié le phénomène de suradministration de notre système hospitalier. Et un autre chiffre très intéressant fourni par l'OCDE montre qu'en Allemagne, ils ont 40% de personnel non soignant en moins. C'est-à-dire que, ou pour le dire autrement, la France a 40% de personnel administratif en plus dans les hôpitaux, c'est-à-dire des personnes qui ne s'occupent pas directement des patients. Et on a là aussi transféré en fait une partie de cette administration à des personnes qui n'ont pas de connaissance du secteur médical et hospitalier, ou du moins ne sont ni médecins ni spécialistes des questions médicales. Et ça, je pense que c'est une grande différence. Les Allemands ont laissé un grand pouvoir aux médecins et à l'ensemble des équipes soignantes. Par ailleurs, l'Allemagne a aussi un mode d'organisation qui est extrêmement différent. J'en veux pour preuve nos ARS, les fameuses agences régionales de santé. Non seulement de manière générale, elles ne fonctionnent pas, mais en plus, elles ont aujourd'hui pris des tailles, et je ne peux pas m'empêcher là de citer ce qui se passe à l'échelle du Grand Est, puisqu'en fait, avant, quand on était à l'échelle de l'Alsace, c'était gérable, mais une agence régionale de santé à l'échelle du Grand Est, c'est un véritable non-sens. Et d'ailleurs, avec y compris des aberrations que nous avons connues ces dernières semaines, qui se sont terminées avec le limogeage du directeur général, il faut savoir que lorsque M. Macron est arrivé à Mulhouse pour visiter l'installation en fait militaire qui venait en appoint, le préfet l'accueille et il demande évidemment où est le directeur général de l'agence régionale de santé, et la réponse est écoutez, il est en télétravail depuis Paris, hein. Donc voilà, on est quand même à ce moment-là extrêmement loin du terrain. Et la situation allemande, l'équivalent d'un directeur général d'ARS, c'est un ministre de la Santé du Land. Et donc, il y a une capacité de réaction beaucoup plus importante, plus proche du terrain. Et de surcroît, c'est un politique qui décide. Ça n'est pas un bureaucrate, c'est un politique qui est en mesure de décider très près du terrain. Et ça change évidemment beaucoup de choses. Oui, ça a notamment expliqué peut-être qu'ils n'ont pas baissé le nombre de lits aussi farouchement que ce qu'on a pu faire.
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, les mesures qui ont été prises là, depuis quelques semaines sur la partie purement sanitaire, notamment puisque vous avez été dans une région qui a été fortement touchée, comment vous analysez l'évolution sur les dernières semaines? Est-ce que après ce moment où on a eu des difficultés à comprendre la ligne du gouvernement, notamment sur les masques et les tests, est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou que le flou persiste? Bon, alors, très concrètement, ce qui s'améliore, c'est que on est aujourd'hui dans une moindre tension dans la mesure où, fort heureusement, le confinement commence à produire ses effets. Mais on voit bien que parce que nous n'avions pas en France suffisamment de masques, parce que nous n'avions pas suffisamment de tests, nous avons été obligés d'aller vers un dispositif de confinement beaucoup plus coercitif que ce qui est pratiqué du côté des Allemands. Et d'ailleurs, les Allemands ont du coup eu du mal à comprendre ce qui se passait chez nous. Donc aujourd'hui, pour répondre par rapport à la situation hospitalière, c'est vrai que cela va mieux, mais il y a quand même encore beaucoup de sujets de flou. L'équipement continue, il faut bien le dire, de manquer, même si les collectivités ont commencé à prendre le relais pour commander évidemment des masques et il y a un travail remarquable qui est fait. La seule chose qui soit vraiment très positive à mes yeux, c'est que cette pandémie a une nouvelle fois pu démontrer que nous avions des personnels soignants qui, eux, étaient formidables et étaient capables de se débrouiller finalement avec les moyens du bord. Et ils ont fait face. Et le système, fort heureusement, alors qu'il a été fortement mis sous tension, n'a pas explosé en vol. Et les personnels aujourd'hui sont extrêmement épuisés. Ça, c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on entend parler de déconfinement, on voit bien que, évidemment, il faudra y arriver, ne serait-ce que parce que eh bien, le confinement, c'est quand même aussi une restriction de toutes nos libertés. Mais en même temps, eh bien, beaucoup de questions continuent de se poser par rapport à ce déconfinement. Et le fait de faire référence aujourd'hui à ce qui a été annoncé par le président de la République en disant l'école, ça se fera sur la base du volontariat, on voit bien que on se demande s'il y a un véritable pilote dans l'avion. Et d'ailleurs, la dernière information livrée par France Info ce matin consistant à dire qu'en urgence, le gouvernement avait commandé à des industriels français 8500 respirateurs et qu'en réalité, lorsque maintenant les premiers arrivent dans les hôpitaux, les personnels disent mais ce sont des respirateurs qui ne sont pas destinés en fait à des services de réanimation, ce sont des respirateurs ambulatoires que l'on utilise pour les transports. On voit bien là tout le bricolage qui a été le fait de l'exécutif au cours des dernières semaines. Et du coup, comment vous voyez maintenant le déconfinement? Est-ce que le plan là, qui est en train d'être préparé, déjà, est-ce que les parlementaires sont associés à ce plan ou assez peu? Alors, nous, on est assez peu associés à ce plan, même si, comment dire, un certain nombre de fonctionnaires d'autorité au niveau local nous contactent, que ce soit la préfète, que ce soit la rectrice, pour avoir notre avis. Mais on voit bien qu'au niveau national, l'exécutif, le plus bel exemple concerne la question éducative. Pas plus tard que ce matin, nous avions une réunion par un dispositif du même type que ce soir avec les commissaires, les républicains au sujet des questions éducatives avec notre président de groupe et en fait on s'est aperçu que comment dire le parti majoritaire fait les choses dans son coin, hein. Et il y a des échanges entre le parti majoritaire et le gouvernement sur et le parti majoritaire est consulté, mais nous ne le sommes pas. Et on voit bien que, en fait, le gouvernement, à mon sens, passe beaucoup plus de temps à communiquer que de traiter les sujets de fond. Et d'ailleurs, au moment où nous nous parlons, le Premier ministre Édouard Philippe est présent ici en Alsace. Il a décidé là aussi de rendre visite
au site hospitalier strasbourgeois, je pense que les soignants aujourd'hui ont autre chose à faire que d'accueillir un Premier ministre. Mais enfin, bon, voilà. Et du coup, pour avancer un petit peu avant de commencer à prendre les questions, sur la deuxième partie qui sera sûrement à gérer en grande partie après, mais sur les mesures économiques pour accompagner et la pandémie et le confinement, puisque les deux sont catastrophiques pour l'économie, est-ce que vous voyez des choses qui sont à améliorer? Est-ce que le gouvernement a pris la mesure? On a l'impression qu'il y a beaucoup de milliards dépensés ou en tout cas promis, mais est-ce que on est sûr que ça sera utilisé de bonne façon? On vient d'apprendre par exemple il y a quelques heures qu'un dispositif avait été mis en place pour financer les travailleurs au noir, pour leur donner des moyens de poursuivre leur non-activité. Ça semble quand même un petit peu surréaliste de mettre un dispositif pour récompenser ceux qui travaillent au noir. Bon, alors là aussi, c'est pas une surprise. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut avant tout se préoccuper de la France qui travaille, quoi. Et quand on regarde cette France qui travaille, elle est constituée évidemment des salariés, mais aussi des entrepreneurs. Et nous avons tout un réseau, et c'est la particularité de notre pays, et c'est une chance, nous avons beaucoup de TPE. Eh bien, là aussi, je voudrais juste faire deux comparaisons avec l'Allemagne pour qu'on se rende compte que, en fait, les choses ne sont pas exactement traitées de la même manière. En Allemagne, par exemple, lorsque une entreprise se retrouve dans la même situation qu'en France, hein, c'est-à-dire ne peut pas exercer son activité, en fait, le gouvernement allemand a prévu des aides directes sous forme de subventions pour les TPE jusqu'à l'ordre de 15 000 euros. Là où, côté français, on est à 1 500 et éventuellement, on envisage 2 500, quoi. Donc là aussi, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et l'autre particularité qui, moi, m'inquiète beaucoup, je n'arrête pas d'avoir des chefs de petites entreprises qui me contactent parce que les banques ne jouent pas le jeu par rapport aux prêts garantis par l'État, tout simplement parce que le choix qui a été fait en France, c'est le prêt est garanti à 90%, et donc les banques considèrent que comme il y a encore un risque à hauteur de 10%, eh bien, elles ne donnent pas suite. En Allemagne, la décision a été très simple, ça a été dès le départ garantie de l'État à hauteur de 100%. Donc, toutes les entreprises qui ont demandé des prêts les ont obtenus. Nous, ici, nous passons énormément de temps à échanger, passer des coups de fil directement avec les établissements bancaires pour essayer de débloquer simplement des situations concrètes d'entreprises qui, si elles n'obtiennent pas ces prêts garantis par l'État, eh bien, elles ne rouvriront pas. Hein, c'est aussi simple que cela. Et là, je vois quand même aussi des sujets qui… tout ça est traité de manière très centrale, une communication très jupitérienne, pardon du terme, et sur le terrain, un certain nombre de problèmes subsistent. Et je crains que sur la question du déconfinement, par exemple, pour le volet scolaire, en réalité, c'est aussi les collectivités qui devront jouer un rôle décisif parce que l'État n'est pas en mesure de faire ça. Alors, je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de questions sur la partie, essentiellement sur la première partie, sur la partie un peu sanitaire. Donc, peut-être avant de poursuivre sur les questions économiques, qu'on prenne ces questions. Alors, la première que je vois, c'est celle… alors, je viens de la perdre, je l'ai vu passer. Excusez-moi. Ah ben, est-ce qu'il est possible que certaines questions disparaissent? La première, alors on y avait déjà répondu, c'était est-ce que l'organisation en Länder est plus efficace que notre organisation? Je crois qu'on y a déjà à peu près répondu. Si voilà, la question de Nicole, pourquoi les cliniques n'ont pas été réquisitionnées tout de suite et pourquoi les laboratoires vétérinaires ne peuvent pas exécuter de tests virologiques et sérologiques? Alors, les deux questions. Concernant les cliniques, là aussi, ça a été incompréhensible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs,
faut bien le dire, les parlementaires, on n'avait pas vu venir. Et en fait, lorsque les premiers patients ont été cette fois-ci transportés en Allemagne, j'ai commencé à avoir des coups de fil, cette fois-ci, du secteur hospitalier privé, qui a commencé à me dire, mais nous ne comprenons pas, nous avons des lits qui aujourd'hui sont libres, et nous voyons des patients partir à l'étranger alors que nous sommes mobilisables. Et donc là, on a perdu une quinzaine de jours, effectivement, où pour des décisions liées, je ne sais pas à quoi, mais en tout cas, la direction générale de l'ARS chez nous n'avait pas mobilisé ce secteur privé. Je pense que, bon, après, ça a été rattrapé. Une fois qu'on a alerté et qu'on a insisté sur le fait qu'il fallait être un peu plus cohérent, ça a bougé. Sur la deuxième question, les laboratoires vétérinaires, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un texte qui est paru il y a une quinzaine de jours qui autorise désormais les laboratoires vétérinaires départementaux d'effectuer des tests. Une question un peu similaire d'ailleurs. Pourquoi les pharmaciens d'Olivier Wenger, pourquoi les pharmaciens n'ont pas pu commander eux-mêmes des masques? Ah oui, ça, en fait, les pharmaciens, dans un premier temps, n'ont pas pu commander, tout simplement parce qu'il y avait une pénurie de masques et que l'État avait décidé de concentrer l'ensemble des stocks et donc avait procédé y compris à des réquisitions. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu au niveau national, il y a eu des réquisitions qui sont intervenues, y compris lorsque certains avions sont arrivés à l'aéroport de Mulhouse et qui étaient destinés aux collectivités où l'État a décidé de réquisitionner. Donc ça, c'est la première explication. Maintenant, il y a un autre phénomène qui va arriver parce que, comment dire, je vois que parmi les personnes qui suivent, il y a notamment l'une ou l'autre personne qui m'avait alerté sur cette question aussi des masques. Vous avez bien vu que la doctrine, au fur et à mesure que les approvisionnements de masques arrivent, la doctrine est en train de changer. Et alors qu'on nous a dit dans un premier temps les masques ne serviraient à rien, et bien de plus en plus on commence à nous dire si c'est extrêmement utile. Et je ne voudrais pas que ça se termine avec une amende de 135 € pour celui qui ne porterait pas le masque. On voit bien que là aussi on a une doctrine qui semble évoluer au gré des stocks de masques en réalité. Oui, avec d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais une information qui, il y a 3 semaines, a été quasiment traitée de fake news en disant que le masque était important, devient 3 semaines plus tard une vérité officielle. Et si on avait suivi le gouvernement, on n'aurait même pas eu le droit d'en parler. Autre question qu'on nous pose, que plusieurs nous posent d'ailleurs, c'est est-ce que la décentralisation sur ces sujets est possible? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut la faire différemment que simplement passer par les ARS? Est-ce qu'il y a une autre méthode pour fonctionner? En fait, j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faudra faire un véritable aggiornamento de cette question de l'organisation de notre système sanitaire. Et je pense que les ARS ne sont pas la bonne main. Il faut aller plus près du terrain. Mais je pense que ça sera un vrai chantier pour là aussi faire évoluer les choses. Dans le même l'autre secteur où on a vu qu'il y avait des vraies difficultés, c'était sur les EHPAD. Et là, pour le coup, les difficultés ne sont pas derrière nous. On sent qu'on a vraiment des difficultés devant nous. Est-ce que là aussi, il y a des choses à changer dans la manière dont ça a été, dont la crise a été gérée? On a l'impression que là aussi, on a pris au moins une quinzaine de jours de retard au début. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces centres, pour ces EHPAD? En fait, sur les EHPAD, d'ailleurs, on l'a vu, à certains endroits, ça a été dramatique. Et je crois que c'est très rare qu'un EHPAD n'ait pas été touché par le Covid. Mais là aussi, en fait, le système n'était pas préparé. Donc, les EHPAD n'étaient pas préparés. Et puis, lorsque les directeurs d'EHPAD ont commencé à réclamer des tests, eh bien, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Il a fallu que, par exemple, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin se batte très fortement
pour que depuis la semaine dernière, eh bien, l'État ait accepté qu'il y ait des tests systématiques dans les EHPAD, tout de même d'un département qui avait été très fortement été touché. Et d'ailleurs, ça, c'est la grande différence avec les Allemands. Et je me permets du coup de faire ce petit développement pour la reprise scolaire. Les Allemands ont décidé que pour la reprise scolaire, ils allaient dans un premier temps faire un double test à chaque personnel présent dans un établissement scolaire ou dans une école, test sérologique et test virologique. Là, évidemment, pour voir si la personne a développé des anticorps, auquel cas, elle peut agir de manière assez sereine. Quant au test, cette fois-ci virologique, pour voir si la personne, effectivement, n'est pas atteinte du Covid. Et les Allemands ont décidé que tous les 8 jours, ces tests seraient évidemment à nouveau administrés. Et en fait, si quelqu'un est détecté positif, eh bien, il est confiné. Et donc, en fait, on est sur des dispositifs qui sont des dispositifs de confinement sélectif. Là où, en réalité, et c'est tout le drame, c'est que nous avons été obligés en France de passer par un confinement général, tout simplement parce que nous n'avions pas les outils pour faire face à un confinement plus sélectif, comme ont pu le pratiquer certains de nos voisins. D'ailleurs, avec un confinement tellement général que certaines régions ont été totalement confinées, alors que, en tout cas pour des départements, à l'échelle de régions, ce n'est pas le cas, mais à l'échelle de certains départements, il n'y avait quasiment aucun cas. C'est ça. J'échange avec les collègues. Nous avons au sein du groupe LR des collègues qui sont dans le Cantal ou en Lozère, eh bien, 0 cas ou quasiment pas, quoi. Enfin, et donc, on les a totalement paralysés alors que, comment dire, le virus ne se développait pas sur le territoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui plaident en faveur, cette fois-ci, d'un traitement plus local, en disant c'est à l'échelle des départements que les décisions doivent être prises, parce qu'on voit bien que tous les départements ne sont pas atteints de la même manière aujourd'hui. Alors justement, là, il y a beaucoup de questions là, qui sont tombées pendant ces quelques minutes. Première question, effectivement, sur les problèmes de pandémie, une question de Philippe Priest. Les problèmes de pandémie ne devraient-ils pas être traités au niveau de l'Europe? Est-ce que ça ne devrait pas être du ressort de l'Europe? Évidemment, l'idéal serait d'avoir une vraie capacité de coordination à l'échelle européenne, mais nous avons hélas vu que pour le moment, ça n'était pas le cas. Et quand je dis ça n'était pas le cas, par exemple, entre la France et l'Allemagne, en réalité, ça s'est joué pratiquement entre les régions françaises et puis les Länder allemands. C'est-à-dire que l'Europe, hélas, était la grande absente de cette question-là. Et je crois que nous arriverons d'ailleurs à travers la crise du Covid, ce sera un moment de vérité post-confinement. Nous verrons si le système européen arrivera à se reconstruire et à se réformer, ou si cela signe un échec définitif de l'Europe. J'espère que non, mais ce risque est réel. Alors, question de Morgane Dory. Que pensez-vous du décret autorisant les prescriptions d'anesthésiques, donc dans les EHPAD, l'anesthésique qui avait vocation, en gros, à faciliter les fins de vie? Alors, évidemment, je n'en pense pas de bien. Et d'ailleurs, je vais faire une réponse la plus rapide possible, mais avec plusieurs éléments. J'ai lu, je pense, comme d'autres, Le Canard enchaîné d'hier, qui, cette fois-ci, met l'accent en disant qu'il y aurait eu des directives pour, cette fois-ci, dire clairement que les personnes d'un certain âge n'avaient plus accès à la réanimation, et ce serait la raison pour laquelle, en fait, ce décret aurait été pris. Je pense que post-crise, il faudra qu'il y ait une véritable enquête là-dessus, parce que si c'est le cas, je pèse mes mots, c'est un scandale d'État.
D'ailleurs, pour compléter mon propos par rapport à tout cela, avec d'autres collègues à l'initiative de Xavier Breton, nous venons d'envoyer un courrier à Olivier Véran sur cette question précisément, en demandant à ce que soit mis à minima en place pour que soit respectée la loi Claes-Leonetti, à l'échelle de chaque département, une commission d'éthique qui puisse être consultée et que cela se fasse dans le strict respect de la collégialité, puisque effectivement, la loi Claes-Leonetti impose un certain nombre de règles vis-à-vis de la fin de vie. Donc, moi, je n'en pense pas beaucoup de bien parce que, encore une fois, je crains que l'on ait là utilisé ce dispositif pour hélas, aller un peu vite en la matière. Alors, autre question, que pensez-vous de l'intervention de l'armée? Est-ce qu'elle a réellement été efficace ou est-ce que c'était une mesure de communication? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut, ma réponse est en deux temps. Est-ce que ça a été efficace? Oui, parce que ça a tout de même permis de réduire un petit peu la tension qui pesait sur le centre hospitalier de Mulhouse et par voie de conséquence, celui de Colmar et celui de Strasbourg. Donc, de ce point de vue-là, c'était mieux que rien. Ceci étant, la vraie question que cela pose derrière, c'est qu'on s'aperçoit que finalement les moyens aujourd'hui disponibles de la part de nos forces armées en matière médicale restent somme toute extrêmement limités. C'est-à-dire que par rapport à l'enjeu qui était de rajouter en grande quantité le nombre de chambres en réanimation, en fait, on a quand même eu du mal à y faire face. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour ajouter qu'il y a un autre aspect dont on parle assez peu. Les armées disposent aussi d'un laboratoire central pharmaceutique. Et l'objectif de ce laboratoire est de pouvoir, en période de crise, fabriquer les médicaments dont le pays viendrait à manquer. Et là aussi, on s'est aperçu que ce laboratoire central n'a que peu été mobilisé. Et d'ailleurs, on a vu toute la polémique autour de la question de l'hydroxychloroquine, par exemple. Mais en tout cas, le laboratoire central pharmaceutique a très peu été mobilisé, alors que c'était l'occasion aussi de le faire. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas été? Probablement parce que là aussi, les moyens étaient très limités. Question sur les établissements scolaires de Brigitte. Est-ce que des mesures sanitaires vont être prises pour nettoyer les établissements avant la reprise? Et question subsidiaire, comment sera organisé les transports scolaires? Alors, concernant le nettoyage des établissements, en fait, le problème, il faut bien le dire, je ne veux pas négliger le nettoyage avant le démarrage. Mais le vrai sujet, c'est le nettoyage pratiquement tous les jours, hein. Et en fait, là, il y a un sujet majeur. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent une école, un collège ou un lycée ne peut rouvrir qu'avec l'accord de la collectivité territoriale concernée. Et il faut que les collectivités aient un droit de veto, parce que sinon, ça va être le grand n'importe quoi. Donc, pour répondre à ça, je crois qu'il faut effectivement pouvoir faire de la désinfection de manière satisfaisante. Et puis ensuite, l'autre volet de la question, c'est-à-dire les bus scolaires, en fait, ça aussi, c'est un vrai sujet. Je m'inspirerai là aussi de l'exemple allemand. Les Allemands ont décidé de prévoir évidemment à l'entrée dans les bus prise de température, distribution de masques et gel obligatoire. Et voilà, donc je crois que la question va être très compliquée. Ce que j'ai proposé aussi et que notre mouvement va proposer, en tout cas d'ici à la fin de la semaine, c'est de dire pour les RPI en milieu rural, comme ça va être très compliqué d'organiser le transport scolaire, en fait, on peut imaginer que les élèves
parce qu'un RPI regroupe généralement 3, 4, parfois même 5 communes, eh bien, les élèves de chaque commune restent sur leur commune et l'enseignant aura pendant quelques semaines une classe pluriniveau pour éviter justement d'avoir à gérer ces clusters liés au transport en commun. Alors, on va peut-être poursuivre un petit peu. J'attends qu'il y ait d'autres questions sur peut-être la partie économique. Un des autres points sur lequel je voulais avoir votre éclairage, c'est celui de l'application de tracing, de tracking selon les différentes modalités. Vous vous êtes mobilisé pour obtenir un débat avec un vote à la fin. Je crois que la mobilisation a été pour une fois entendue par le gouvernement et par l'Élysée. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette application qui est en train d'être préparée? Alors, moi d'abord, avant de rentrer dans le détail de l'application, je voudrais en revenir à quelques principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux sont quand même ceux de nos libertés publiques. Et on le voit bien, lorsque, à un moment donné, pour des raisons tout à fait valables, on décide de réduire évidemment des libertés, il faut quand même se préoccuper à quel moment on va retrouver ces libertés. Et en fait, on s'aperçoit que très rapidement, on supprime des libertés, mais en général, on ne les rétablit que très rarement. Donc, il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de ça. Moi, j'ai plusieurs problèmes avec ce dispositif de traçage. J'ai un problème d'abord d'opérationnalisation, c'est-à-dire je pense que techniquement tout ça n'est pas totalement au point déjà, donc simplement d'un point de vue, je dirais, sanitaire, on peut en douter. Et moi, ce que je pense de tout ça, c'est que le gouvernement a essayé de détourner notre regard, parce que les vrais sujets, ce sont des sujets d'équipement. Les masques, les gels, les tests, etc. Et pour détourner le regard, on veut nous faire parler de cela, avec bien entendu une volonté de rentrer dans une forme de technosurveillance, hein, et donc sous couvert de crise sanitaire, on va nous réduire nos droits fondamentaux. Et donc pour moi, je pense que ça pourrait devenir un cheval de Troie de la surveillance généralisée. En fait, on nous parle de technique, mais par-delà la technique, il y a vraiment des sujets de fond. En fait, on nous dit tout ça, c'est pour prendre soin des autres, mais à un moment donné, vouloir rentrer dans des logiques de surveillance aussi importantes, c'est assez risqué. Et alors, si je dis c'est assez risqué, c'est qu'aujourd'hui, et d'ailleurs un certain nombre de chercheurs de l'INRIA, donc spécialisés en cryptologie, etc., ont alerté par un papier qui est paru en début de semaine où ils indiquent qu'en fait, on ne pourra pas garantir l'anonymat des données. Et donc, on voit bien le problème, c'est-à-dire que en fait, il y a quand même un risque énorme. Donc, pour ma part, moi, je trouve que tout ça est extrêmement dangereux et il ne faudrait pas qu'à travers cela, on habitue nos concitoyens à renoncer à une vie privée, quoi, hein, et sans compter qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart de ces technologies, elles sont entre les mains des GAFA. Et ces GAFA, elles ne sont ni européennes ni françaises. Et donc, tout ça doit nous amener à beaucoup de prudence. Alors justement sur cette question, deux, trois précisions techniques, puisque initialement on devait faire cette rencontre avec aussi une intervention de Laurent Gaillard, qui est notre spécialiste au CERU de ces questions-là, mais malheureusement pour des questions ce qui est très étrange pour notre expert technologique, pour des questions de connectivité, il n'arrive pas à se connecter chez lui. Du coup, il m'a fait passer quelques éléments. En fait, une des vraies questions, c'est que, comme vous l'avez dit, on a l'impression que ces applications-là ont en elles des germes liberticides, et par contre que l'efficacité, elle est non démontrée, puisque y compris dans les exemples qu'on nous donne de l'étranger,
comme Singapour, en fait, ils sont arrivés au mieux à 25% de la population qui utilisait les applications, alors qu'on dit qu'elles commencent à être efficaces au-delà de 60%. Donc, ça n'a pas montré son efficacité. Et avec une autre difficulté, c'est qu'a priori, le Bluetooth qui serait utilisé, ça permet effectivement d'établir un contact à 5, 6, 7 mètres, y compris derrière un mur, ce qui fait qu'on pourra être signalé comme étant en contact avec quelqu'un alors qu'on ne l'a pas été du tout. Ça peut aussi créer des problèmes de voisinage énormes, puisque on va avoir l'impression qu'on a été contaminé par des voisins alors qu'ils ont pris peut-être toutes les mesures et qu'on ne les a même pas croisés. Oui, oui, effectivement, à la fois techniquement, il y a des doutes et l'exemple du Bluetooth en est une parfaite illustration. Et puis ensuite, on voit bien où on veut nous amener avec ce genre de choses. Je crois que le confinement a déjà été un acte extrêmement fort pour réduire la liberté de nos concitoyens. Faisons attention à manier tout ça avec précaution. La liberté, c'est quand même une valeur importante. Et une question un petit peu plus politique sur cette question-là, on sent que ça a un petit peu bougé dans la majorité aussi. Est-ce que vous pensez que le vote qui va suivre, le débat a lieu la semaine prochaine, c'est ça? C'est ça, le débat a lieu normalement 29 et 30, si j'ai de mémoire. Et comment vous anticipez ce débat et ce vote? Est-ce qu'il peut y avoir une surprise, puisque on sent effectivement que, l'application ne sera pas prête à cette date-là et qu'il y a quand même encore beaucoup d'inconnus sur l'efficacité et les modalités de cette… Bon, il n'y aura pas de… en fait, je ne pense pas qu'il y aura une grande surprise. En réalité, en fait, le, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée ne voulait pas de vote parce qu'il avait évidemment extrêmement peur qu'un vote contribue à fracasser cette majorité. Entre-temps, ils ont fait les comptages. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont décidé quand même d'accepter le vote, parce qu'en réalité, ils ont vérifié que, comment dire, ils seraient quand même suffisamment nombreux à voter en faveur d'un tel dispositif. Et donc, le nombre de marcheurs qui s'y opposeraient restera limité. Et puis, du coup, je ne crois pas à une surprise en la matière. Alors, on va bientôt, et pour essayer de rester dans l'heure qu'on s'était promis, on va bientôt conclure cet entretien, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat. Moi, j'aurais une question pour l'après. Est-ce que des initiatives sont déjà programmées de la part des parlementaires pour justement un petit peu évaluer la crise sanitaire, la manière dont ça a été traité? Vous avez un peu parlé d'une commission d'enquête. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà enclenchées? Alors, évidemment, notre président de groupe a d'ores et déjà indiqué qu'il souhaitait que soit mise en place une commission d'enquête. Donc, elle sera, en tout cas, elle relèvera de ce qu'on appelle dans le jargon le droit de tirage des Républicains, donc on la demandera. L'objectif, ce sera surtout de tirer les leçons de cette pandémie, de voir ce qui, là où ça n'a pas fonctionné, voir aussi là où il y a eu des retards dans la prise de décision. Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses extrêmement troublantes, notamment de la part de l'ancienne ministre de la Santé qui a indiqué qu'elle avait quand même alerté au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le chef du gouvernement et le chef de l'État. Tout ça nécessitera des éclaircissements. Et puis, j'en profite aussi pour dire, par rapport au sujet que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire la plus grande, enfin l'augmentation de l'autorisation du recours en fait à certains sédatifs. Là aussi, ce sont des sujets sur lesquels il faudra quand même qu'on ait une vision très claire de ce qui s'est vraiment passé, parce que comment dire, d'autant plus que nous avons eu au plus fort de la crise des médias allemands qui avaient fait état du fait qu'à certains endroits,
on laissait mourir évidemment les personnes âgées. L'agence régionale de santé est montée au créneau et la préfète ici en disant que ces informations étaient erronées. Donc, il faudra que post-crise, nous sachions la vérité. Alors, on va prendre il y a une petite série de dernières questions. Alors, on me pose la première question, c'est comment arriver, dans quel délai, à une solution globale, comme tester tout le monde, les symptomatiques et surtout les asymptomatiques, et comment tracer avec toutes les précautions les contacts du patient contaminé et les mettre en quarantaine? En fait, ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à augmenter le nombre de tests. Et Oui, et le d'ailleurs, délai, est-ce qu'on a une estimation de... Est-ce que c'est même envisagé ou c'est pas en envisagé? fait, aujourd'hui, côté français, ça n'est pas du tout envisagé parce qu'on voit bien qu'à la mi-avril, on est à 150 000 tests possibles par semaine. Comment dire, les Allemands devraient être dans quelques semaines à 3 millions. Eux-mêmes ont dit que ça ne sera fait que pour les personnes qui relèvent des symptômes ou qui sont en première ligne, quoi, hein. Donc la généralisation à la population entière, c'est pas pour tout de suite. Ça le sera peut-être. Alors on peut imaginer cette fois-ci le test sérologique peut-être à la rentrée. Ça pourrait être une hypothèse pour essayer de savoir qui a développé des anticorps, mais là, je ne veux pas me prononcer là-dessus dans la mesure où je ne suis pas médecin et vous savez qu'il y a encore des débats internes à la communauté médicale sur la durée d'efficacité des anticorps. Parce qu'en fait, le test sérologique, il va aller regarder le taux d'anticorps qui existe. Et en fait, si ces anticorps ne sont pas efficaces, ça poserait un certain nombre de problèmes. Donc, il y a quand même quelques aspects qui sont liés, non pas à de la décision politique, mais qui sont liés aussi à la nécessité d'en savoir plus sur la spécificité de ce virus. Alors d'ailleurs, nous parlerons de ces questions-là la semaine prochaine avec le docteur Bertrand Legrand, qui, avec une équipe d'ailleurs de chercheurs de l'Université de Lille, travaille sur ces questions de stratégie utile de test ou pas, et notamment, il est assez critique sur la stratégie qui est mise en place actuellement par le ministère. Alors, deux autres questions. Une question qui m'a été posée par monsieur René Brun, qui est un chercheur au CNRS, sur la politique qui a été mise en place à Wuhan de recherche. Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé à Wuhan? Il semble qu'il y avait des chercheurs français dans des laboratoires là-bas. Et est-ce qu'on a des informations sur ce qui s'est passé? Est-ce que vous en avez? Non, la seule chose, sans rentrer dans les thèses complotistes, ce qui est quand même très troublant, c'est que Wuhan est le lieu où se trouve un laboratoire P4, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est assez troublant. Et on se dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne peux, enfin, je crois que personne aujourd'hui ne peut exclure l'hypothèse d'un virus qui se serait échappé par mégarde du P4, quoi. Mais ce qui serait quand même assez embêtant dans la mesure où, comment dire, le P4 a été mis en place grâce à l'aide des équipes de chercheurs français. La seule chose que nous sachions, et cette information est déjà publique au moment où on se parle, c'est qu'à 2 reprises, des chercheurs de l'INSERM ont fait des rapports à leur hiérarchie en indiquant qu'ils étaient inquiets par comment dire, la faible, non pas qualification des chercheurs chinois, mais en tout cas la légèreté avec laquelle apparemment ils opéraient avec les règles de sécurité. Hein, donc là, il y a peut-être quand même un sujet. Et donc, l'histoire consistant à dire c'est un pangolin vendu sur le marché de Wuhan qui est à l'origine de tout ça, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais voilà, là aussi, il
il faudra sans doute qu'on arrive à éclaircir cela. Je pense que tôt ou tard, ça le sera. C'est évidemment très difficile avec un pays comme la Chine, avec un régime très autoritaire. Vous avez vu comment ils ont géré cette crise dans un premier temps. Ils sont allés jusqu'à ce fameux médecin qui était lanceur d'alerte, qui hélas est décédé. On lui avait demandé finalement de revenir sur ses déclarations. Enfin, ça a quand même été très, très troublant. La question, par contre, qui moi, me préoccupe, c'est de savoir à partir de quel moment les autorités françaises ont-elles été au courant de ce qui se passait là-bas. Alors, deux dernières questions, et puis on va conclure. Une question sur la limitation de prescription des médecins généralistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, il y a eu une période où on les a limités beaucoup dans leur choix. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui est une atteinte à la liberté de la médecine et même une liberté de choix? En fait, on le voit bien, les échanges que j'ai pu avoir avec un certain nombre de médecins sur ma circonscription, ils sont extrêmement attachés à leur liberté en tant que médecins. Et donc, ces restrictions leur ont posé un certain nombre de problèmes, d'autant plus que si l'on revient, par exemple, à l'hydroxychloroquine, en fait, ce qui, eux, les a troublés, c'est que manifestement, c'est une molécule dont l'efficacité est surtout intéressante en début de maladie, quoi. Et en fait, ne pas leur permettre de le prescrire, enfin certains ont été troublés par ça, d'autant plus que, comment dire, à un moment donné, j'ai même eu des médecins qui m'ont dit, mais nous, on est prêts, si l'État veut faire un test, on peut, nous, devenir les cobayes, et comme on est médecin, on est quand même capable de faire des rapports, etc., pour indiquer ce qui se passe, et les effets secondaires, s'il y en a, ils seront pour nous, quoi. Donc, ils étaient de ce point de vue-là très, très allants en disant quand même, on sait ce qu'on fait et on n'est pas des apprentis. Alors, dernière question. C'est une question qui est en deux temps, qui va la rendre presque impossible pour vous d'y répondre. La première, c'était une question sur les conséquences économiques et sociales. Est-ce que elles sont immenses? Est-ce que vous pensez, combien de temps vous pensez pour qu'on revienne à une situation qui soit peut-être pas comme avant, mais normale? Notre internaute parle d'une ou deux décennies. Est-ce que ça sera le cas? Et voilà pourquoi elle sera impossible, peut-être difficile à répondre. C'est qu'une deuxième question qu'on me mettait en même temps, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une bonne nouvelle dans le cadre de ce question-réponse? Est-ce qu'on peut avoir une réponse un peu positive? Alors, sur les conséquences économiques et sociales, objectivement, c'est aujourd'hui très difficile de mesurer ce qui va se passer dans le temps. On peut, parce qu'en réalité, l'incidence, ne serait-ce que budgétaire sur la nation, va être considérable. Et donc, il y a un effet budgétaire qui, là aussi, va avoir des incidences d'abord sur notre économie nationale. Ensuite, cette crise aujourd'hui, elle a déjà un impact sur l'économie mondiale. Donc, c'est vrai que je ne dirais pas plusieurs décennies, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faudra bien une décennie pour récupérer, quoi. Ne serait-ce que budgétairement, hein, parce qu'on voit bien que, et d'ailleurs, ça va aussi être, j'évoquais tout à l'heure la question européenne, nos pays européens ne sont pas tous dans la même situation budgétaire. Et d'ailleurs, on voit bien, si aujourd'hui l'Allemagne est plus allante, ils sont à 100% de couverture pour le prêt garanti par l'État, etc., c'est parce que leurs finances publiques ne sont pas dans le même état que les finances publiques françaises. Donc là-dessus, en tout cas, ça va être long à digérer. Concernant la bonne nouvelle, si, il y en a quand même
il y en a quand même une, et il faut le dire, c'est que cette épreuve, elle a montré que nos concitoyens sont capables de générosité, sont capables de se donner entièrement et pleinement. Et d'ailleurs, quand je dis nos concitoyens, c'est notamment les soignants. Et d'ailleurs, je pense que nous aurons aussi une question à traiter qui sera celle des enfants de soignants qui seront morts au combat, effectivement, contre cette maladie, pour que là aussi, eh bien, ils soient dignement pris en charge par la nation. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous d'avoir participé à cette première rencontre. Et vous recevrez, pour ceux qui s'intéressent sur votre boîte mail, l'invitation pour la semaine prochaine avec le docteur Bertrand Legrand, qui reviendra aussi sur ces questions-là. En tout cas, un très grand merci Patrick. C'était très très clair. Merci Merci à beaucoup tous. et à bientôt. À bientôt. Au revoir.